Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La vigilance jaune pour vague submersion maintenue dans le Nord Caraïbe. Une houle énergétique concerne toujours les communes de Bellefontaine jusqu'au Prêcheur. La situation s'améliore en revanche dans le sud de l'île. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, les syndicats obtiennent gain de cause à la mairie de Rivière-Pilote. Les agents étaient en grève aujourd'hui afin de réclamer l'ouverture de négociations, notamment sur leurs conditions de travail. Le point dans quelques minutes. Et puis, nous irons à la rencontre de 9 jeunes en quête d'opportunités dans le secteur de l'agriculture. Accompagnés par la Mille Sud, ils prendront la direction de l'Hexagone demain. Ce matin, ils étaient à Sainte-Luce sur une exploitation agricole. Et on débute donc par la vigilance jaune pour vague submersion maintenue par Météo France. Si une accalmie est constatée dans le sud, le Nord Caraïbe reste sujet à un phénomène de houle énergétique. Les activités nautiques, mais aussi les commerces de bord de mer ont-ils été perturbés? Élément de réponse avec Dorian Cayuela. Aujourd'hui, la côte Caraïbe est placée en vigilance jaune. Aux Trois-Îlets pourtant, l'alerte passe presque inaperçue. Pour cette capitaine, pas question d'annuler. La vigilance n'a pas freiné les excursions ni refroidi ses clients. Je peux vous dire que oui, c'est vrai, on a un peu de houle, mais moi personnellement, ça ne m'impacte pas plus que ça parce que je fais beaucoup de navigation côtière en ce moment. Par contre, si ça continue, ça sera compliqué car le mois prochain, c'est prévu de faire la navigation hauturière, les interdits là, comme Sainte-Lucie. Mais moi, je ne peux pas parler pour les autres, je parle pour moi. C'est vrai qu'on la ressent, mais pas plus que ça, contrairement aux marins-pêcheurs. Au bord de l'eau, même constat. Pas de panique non plus chez les riverains qui profitent des conditions plutôt clémentes pour sortir les enfants et s'offrir une bonne dose de vitamine D. Effectivement, on a vu ça, mais j'ai regardé la météo du téléphone, l'iPhone, et ça disait que ça allait. Donc on a regardé, on a vu que c'était calme, donc on est venu avec les enfants et ça se passe très bien. Comme souvent, quand il y a une vigilance, on ne la voit pas toujours, mais bon, on prend la précaution. Est-ce que tu trouves la mer dangereuse? Un petit peu. C'est-à-dire? Les vagues elles sont un peu mouvementées. Et ça t'a pas empêché de te baigner, non? Non. On a bien vu la vigilance. Donc on a un peu hésité, mais c'est vrai que ce matin, on a une amie qui était sur place, qui nous a fait une vidéo, c'était hyper calme. Et là, on est là depuis 14 heures, RAS. Il fait hyper beau, pas de vagues, donc super vigilance. Du côté de Météo France, le bilan reste globalement positif pour le sud du territoire. En revanche, le Nord Caraïbe demeure sous surveillance et n'est pas encore totalement épargné par les perturbations. Ce soir, nous sommes encore en vigilance jaune pour la côte Nord Caraïbe. Initialement, ce matin, nous avions encore les zones situées un petit peu plus au sud, et notamment la zone qui allait de Schœlcher jusqu'à la baie de Fort-de-France. En fin de journée, là, nous avons des périodes quand même qui ont nettement diminué, donc une énergie qui est vraiment à la baisse, ainsi que des hauteurs également de vagues qui ont diminué. C'est pour ça que nous avons sorti donc cette zone de Schœlcher à Fort-de-France de la vigilance vague submersion, pour ne garder plus que la zone vraiment qui va du Carbet jusqu'à Lens-Couleuvre, et principalement un impact qui devra encore avoir lieu jusqu'à demain en matinée sur la zone, plus précisément du Prêcheur à Lens-Couleuvre. Une journée relativement calme dans le sud de l'île, mais une situation encore agitée sur les côtes du Nord Caraïbe. À la une aussi de l'actualité, les agents de la mairie de Rivière-Pilote étaient en grève aujourd'hui à l'appel du syndicat CGTM-SOEM. Un mouvement initié face à, je cite, un manque de dialogue. Les employés de la municipalité réclamaient l'ouverture de négociations sur leurs conditions de travail, la sécurité ainsi que le respect du personnel. Une rencontre avec l'équipe municipale a permis de répondre à leurs attentes. Les précisions face à la caméra de Jean-Marc Carton. Une des principales revendications, c'est les courriers que les camarades ont demandé puisqu'il s'agit d'un nouveau bureau. Ils avaient besoin de documents pour travailler, donc notamment la liste du personnel à jour, ce qui a été fait par l'ancien syndicat, ce qui a été mis en place par la ville et ce pour voir comment ils peuvent travailler pour les agents. Il y avait aussi on a aussi évoqué le non-respect du nouveau bureau parce qu'on avait l'impression qu'on ne prenait pas le nouveau bureau au sérieux. On peut dire que les choses se sont très très bien passées. Disons qu'on a eu gain de cause sur tout ce qu'on a demandé, sur les documents qui nous seront remis aujourd'hui même ou au plus tard lundi. Donc les titularisations, les CDIsations, donc un plan de titularisation sera mis en place avec
la ville, avec le bureau syndical. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc, en fait, pratiquement tous les points que nous avons mis sur le protocole ont été traités avec succès. Suite à un préavis de grève, le maire a reçu l'ensemble des syndicats CGTM, SOM, avec des élus pour discuter des différents points. Après 4 heures de réunion, nous sommes tombés d'accord sur un accord de fin de préavis de grève. À Fort-de-France, c'est le service état civil de la mairie qui fait valoir son droit de retrait depuis hier. Les agents pointent un manque de personnel et de mauvaises conditions de travail. Une rencontre est prévue ce lundi afin d'entamer des négociations. Et puis, cet autre mouvement social qui se profile, la CGTM et l'UGTM appellent à une grève d'envergure à la MEP. Les deux syndicats dénoncent une gestion opaque de l'établissement. Selon eux, la pérennité de l'association martiniquaise d'éducation populaire serait de plus en danger. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. Aujourd'hui, la mobilisation tient au fait que la MEP est en danger, en grand danger. Après le redressement qu'il y a eu il y a quelques années, on n'est pas sorti de l'auberge et au contraire, il nous semble évident qu'on va vers un plus grand danger. Quel est ce danger? C'est la liquidation de la MEP. C'est voir notre établissement fermer ses portes du fait d'une gestion catastrophique. L'administratrice a découvert que M. Nizima, le collègue qui siège bien sûr au CSE en tant que suppléant, qui est membre du CSE en tant que suppléant, est délégué syndical. Donc il doit, selon les textes, siéger au CSE. Donc nous sommes restés pendant 6 mois sans information économique sur la situation économique de l'établissement. Le CFA, nos revendications, c'est déjà revendications salariales parce que les salaires sont trop bas au CFA. Vous imaginez qu'en 2026, j'ai des collègues qui sont payés à 12 € brut de l'heure. J'ai des collègues qui sont en BTS et qui sont professeurs de BTS et qui sont payés à moins de 20 € alors que certains, toujours à la MEP, au sein de la MEP, sont payés 27,50 € de l'heure brute. Donc il y a un écart salarial qui est vraiment inacceptable pour le personnel du CFA. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de 9 jeunes de la mission locale de l'Espace Sud. Demain, ils s'envoleront pour l'Hexagone à la recherche d'opportunités professionnelles dans le domaine de l'agriculture. Et ce matin, ils se sont rendus à Sainte-Luce sur l'exploitation d'un agriculteur. L'occasion d'échanger longuement avec le professionnel. Jean-Marc Carteron y était. Vous mettez les vers de terre en bas. Une semaine après, vous contrôlez et vous voyez s'ils ont progressé. Ils ont entre 16 et 25 ans. Pendant une semaine, 9 jeunes Martiniquais vont quitter l'île pour découvrir l'agriculture autrement. Direction le Salon de l'agriculture en France pour une immersion professionnelle, apprendre, s'inspirer et envisager un avenir dans le secteur. Bien plus qu'un simple voyage, cette expérience marque un premier pas concret dans le monde agricole, loin des idées reçues. Cette immersion professionnelle, ça représente pour moi un grand projet, ça représente un grand pas vers le monde de l'agriculture parce que ce monde aujourd'hui, il est pas, on va dire, il est vraiment pas reconnu à sa juste valeur. C'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que ça ouvre des portes pour des jeunes qui sont passionnés, tout comme pour des jeunes qui ne le sont pas. En fait, j'ai choisi de participer à ce projet autour de l'agriculture parce que j'ai envie de découvrir un nouveau monde que je ne connais pas forcément. Ça représente beaucoup d'opportunités et beaucoup d'apprentissage que je peux découvrir en y allant parce que l'agriculture, je ne m'y connais pas vraiment dedans, mais j'ai envie d'apprendre. Pour découvrir le secteur agricole, rien ne vaut le terrain. Aujourd'hui, à Sainte-Luce, Lambert Aunier, agriculteur, partage son expérience et son savoir-faire avec ses jeunes. Un des buts, c'est de transmettre à toute génération, et surtout à la jeune génération, les pratiques saines d'agriculture, redécouvrir les plantes, redécouvrir ce qui est chez nous, les plantes de chez nous, et aussi associer des techniques qui sont des techniques nouvelles, pour montrer qu'on peut produire chez nous. Derrière ce projet, la Mille Sud, depuis 2023, la structure a accompagné 30 jeunes avec un objectif clair, favoriser leur insertion professionnelle par la découverte de nouveaux horizons. L'objectif principal de cette action
l'agriculture terre d'opportunités, c'est vraiment susciter des vocations chez nos jeunes Martiniquais, notamment nos jeunes du sud de la Martinique, qui ont besoin de découvrir ces différentes techniques chez l'exploitant agricole de Martinique, mais également l'exploitant agricole de métropole. Et permettre ainsi que ce jeune revienne outillé pour mieux travailler la terre. Découvrir, apprendre, se projeter. Pendant une semaine, ces 9 jeunes vont explorer un secteur riche en opportunités. Une expérience professionnelle, mais aussi humaine, qui pourrait bien faire germer de nouveaux projets d'avenir. Dans 1 mois, je peux planter autour d'aubergines. La fabrique décoloniale fait sa rentrée ce mercredi. Au programme, une conférence débat sur un sujet ô combien d'actualité, la brutalisation du monde, la Caraïbe et la Martinique face à la violence des relations internationales. On en parle avec le président de la fabrique, Zakatoto. Bonsoir Zakatoto. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, une rentrée ce mercredi à l'Université des Antilles à partir de 18h pour cette conférence débat sur un sujet qui n'a évidemment pas été choisi au hasard lorsque l'on voit la situation dans notre région, l'attitude notamment des États-Unis vis-à-vis du Venezuela ou encore de Cuba. Cette brutalisation, on la ressent de plus en plus ? Oui, absolument. Le contexte est très tendu. Nous sommes concrètement maintenant dans le bassin caribéen, dans une zone presque de guerre sur tous les territoires. On parle du Venezuela, on a parlé du blocus à Cuba. Il ne faut pas oublier qu'il y a environ 150 pêcheurs présentés comme des narcotrafiquants qui ont été tués sur les 6-7 derniers mois dans des bassins caribéens, dernièrement à Sainte-Lucie. Donc effectivement, on a ce contexte qui est très tendu. Il répond, je pense aussi, on a eu beaucoup de demandes de la part, pas seulement de nos adhérents, mais du public au sens large, en disant est-ce que vous pouvez peut-être apporter des réponses, nous fournir des éléments autour de cette situation. Donc nous avons décidé d'organiser cette conférence en compagnie donc, de Fred Constant comme invité, donc ancien diplomate, professeur de sciences politiques, spécialiste des relations internationales, qui est de retour en Martinique. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne occasion de faire quelque chose donc, avec les savoirs qui sont présents sur le territoire, les expertises que nous pouvons apporter aussi, de le faire dans un espace le plus large possible. Donc, l'idée, c'était donc de faire notre premier événement à l'Université des Antilles. Un événement gratuit, d'ailleurs. Nos événements sont toujours gratuits. C'est notre manière de fonctionner. Et à la fois donc, pour faciliter déjà le fait que les plus jeunes, donc nos étudiants, puissent avoir accès à cette conférence. Mais comme souvent, nos conférences sont ouvertes à toute la société civile. L'idée étant justement d'avoir des espaces de partage, d'échange, de confrontation des idées, mais de manière, on va dire, féconde et non violente. Et donc l'idée, c'est que tous ces jeunes et toute la population puissent se faire une idée plus précise de ce qui se passe dans la région. On n'est pas suffisamment informé par rapport à ça ? Alors, on est informé des événements, donc quelque part, les informations que l'on reçoit créent davantage de stress qu'autre chose. L'idée, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe, peut-être les tendances longues, les enjeux, etc., d'objectiver un peu. Mais l'intérêt, je pense aussi, à terme, et notamment parce que nous avons toujours des espaces de débat et d'échange après donc, ces conférences ou ces ateliers, ce sera peut-être de réfléchir à comment nous, on peut se positionner en tant qu'individu, en tant que société, dans tout ça. Quelles sont les choses que nous pouvons peut-être penser en termes politiques ? Quelles peuvent être les conséquences pour les individus ? Ne serait-ce que, par exemple, voyager aux États-Unis en ce moment devient un très grand débat. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels il faut avoir des réponses précises. Alors la rentrée de la fabrique décoloniale est très riche, puisqu'il y a également des rendez-vous les 26 et 27 février au Théâtre Autonome Marron. J'invite évidemment tous les téléspectateurs à se rendre notamment sur vos réseaux sociaux afin de voir un petit peu tout ce que vous faites cette semaine, enfin la semaine prochaine. Ce soir, c'est aussi l'occasion de présenter peut-être la fabrique décoloniale. On l'a vu par le prisme de cette conférence débat, les objectifs un petit peu de la structure. Plus largement, cette fabrique a été créée en 2020 pour répondre à quels besoins ? En fait, nous avons créé c'est un collectif qui rassemblait donc, des intellectuels, des écrivains, des artistes, des gens de la société civile, des agriculteurs, enfin vraiment des retraités, enfin, avec l'idée de se dire qu'en fait, on vit un moment assez particulier en Martinique où nous avons des problématiques de transmission intergénérationnelle entre les différentes classes sociales. Il y a une difficulté aussi qui nous semble assez manifeste de transmission du savoir
qui existent sur nos territoires, nos connaissances politiques, sociologiques, historiques. Et l'idée, c'est donc de rassembler un certain nombre de personnes et de mettre en place une politique culturelle, une politique événementielle, une politique de projet, pour créer avant tout, dans un premier temps, ces espaces de dialogue et d'échange. Donc nous avons fait, je pense, plus d'une vingtaine d'événements depuis 2020, un peu ralenti après le Covid, ça s'est accéléré, notamment en partenariat avec différentes villes, hein, le Lamentin, le Saint-Esprit, j'en oublie, je pense. Nous avons mené des projets internationaux aussi en termes de représentation culturelle des Antilles-Guyane. Et au fur et à mesure, nous avons grandi, nous sommes environ 50 membres maintenant adhérents actifs. L'idée, c'est comme ça d'avoir des événements qui rythment comme ça notre vie sociale, que l'on rend accessible. Il y a souvent peut-être cette barrière aussi de se dire je ne veux pas aller à une conférence tenue par X ou Y parce que voilà, c'est un grand grec, c'est un docteur, ça va être trop compliqué pour moi. Un peu de faire de la vulgarisation, on peut utiliser le mot? Oui, vulgarisation, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Démocratisation, il y a un rôle à jouer qui est important pour la classe intellectuelle au sens large, les personnes qui sont éduquées en Martinique. Je pense qu'il y a une mission à comprendre qui est celle que nous ne pouvons pas être, on va dire, en haut de l'échelle sociale en Martinique sans jouer un rôle social pour redonner à la société et au contraire amener tout le monde, justement, non pas vers la lumière, mais au contraire vers des projets collectifs d'émancipation. Une dernière question rapidement, Zaka Toto. On voit peut-être depuis quelques années des dynamiques autonomistes, voire indépendantistes se développer. La fabrique s'inscrit-elle dans l'une de ces dynamiques? C'est une bonne question. Bon, les dynamiques indépendantistes ou autonomistes sont très vieilles en Martinique. Ça commence en 1956 avec Aimé Césaire, hein, la création en 1958 du Parti progressiste martiniquais, qui est un parti autonomiste. Donc tout ça, c'est très vieux, ça fait partie de nos traditions politiques. Il nous semble, dans l'ensemble de notre collectif, qui représente des gens de divers camps politiques en plus, qu'effectivement, il faudrait tendre vers des projets qui amèneraient, en tout cas, à une plus grande émancipation de la Martinique. Eh bien, merci beaucoup, Zaka Toto. Rendez-vous donc mercredi à l'Université des Antilles, 18h, pour une conférence débat sur la brutalisation du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Tout autre chose à présent, quand un cabinet médical devient galerie d'art. C'est le pari de l'exposition L'écriture d'une danse. L'artiste Valérie Biégel y présente un travail entre abstraction et figuration entièrement construit autour du mouvement. Aperçu avec Jean-Marc Carteron. Ici, à Fort-de-France, on ne vient pas seulement consulter. Dans ce cabinet médical de l'étang Abricot, les murs racontent une autre histoire. Une histoire de gestes, de lignes et de mouvements. Les tableaux de Valérie Biégel ont investi le lieu. Une exposition intitulée « L'écriture d'une danse ». L'écriture, c'est une danse. La danse de la main sur le papier, du pinceau sur la toile. Donc avec son rythme, avec ses ralentis, avec ses frénésies des fois. Née en 1969 à Colmar, installée en Martinique, Valérie Biégel est une artiste peintre plasticienne. Diplômée des Beaux-Arts en design textile, elle nourrit son travail de multiples influences culturelles. Une peinture à la frontière de l'abstraction et de la figuration où le corps et le mouvement occupent une place centrale. Je me mets en situation de méditation, d'abord, très profonde, avec l'intention qui est derrière d'exprimer un mouvement que je ne connais pas encore, mais la force et l'instant qui est habité, c'est ça qui procure le mouvement qui est imprimé ensuite sur ma toile. Ici, la danse ne se regarde pas, elle se devine. Chaque toile laisse une place à l'interprétation. Le regard circule, le temps ralentit, l'attente change de sens. C'est un cabinet où on a traité de situations parfois douloureuses.
et ça leur permet aux patientes de suspendre le moment. Il y a des tableaux, on va les regarder, ça nous fait nous évader un peu, on oublie pourquoi on est là presque. Au niveau des couleurs, j'aime bien quand ça flash comme ça a tendance à m'interpeller plus au départ. Mais là, c'est pas inintéressant, au contraire, ça appelle différemment. Là, c'est comme si c'est de la drague. Et là, ça vous force à aller chercher parce qu'on ne vous a pas appelé en fait. Dans ce lieu du quotidien, l'art s'invite sans prévenir. Une parenthèse sensible, une respiration, l'écriture d'une danse, une exposition à découvrir jusqu'au 7 mars à l'Étang Abricot à Fort-de-France. En sport, la compétition reprend ses droits après les festivités carnavalesques. Le week-end sera marqué en football par le match amical entre la Martinique et la Jamaïque. Au menu également la suite des championnats dans les différents sports collectifs. Et puis nos cyclistes seront à pied d'œuvre au Robert. Les précisions de Caril Chassol. Direction la mer pour débuter, les Babyoles seront dimanche à Sainte-Luce à l'occasion de la 3e journée du championnat. Premier départ, 10h. On reste sur l'eau. Le spot de Lance Charpentier au Marigot servira de cadre au premier Open de France de bodyboard, drop knee et kneeboard. Elle devrait réunir les meilleurs Martiniquais et Guadeloupéens de la discipline. Une compétition rehaussée par la présence de bodyboarders de l'Hexagone. Première glisse demain, 8h. Retour sur la terre ferme, nos cyclistes seront pendant tout le week-end au Robert avec le Grand Prix 1000 Eco-Shop. Demain 14h, la première étape se fera sous forme de contre-la-montre de 7 km. Et dimanche 7h30, place à une étape en ligne de 132 km avec départ et arrivée au Robert. Sport collectif en football, les Matinaux affrontent demain 19h au stade Pierre-Aliguer, la Jamaïque en match amical. Une rencontre qui entre dans le cadre de la préparation des hommes de Fabien Mercadal en vue des 2 rencontres face à Cuba et au Salvador fin mars avec la CONCACAF Series. En futsal, le championnat cède la place au quart de finale de la Coupe de Martinique. 3 rencontres sont prévues dimanche entre 16h et 17h30, dont un alléchant Lac 212 Marron Futsal. Une rencontre clôturera ce tour de coupe lundi 21h. En handball, la Ligue effectue la mise à jour de son calendrier. Des matchs en retard de la 11e journée du championnat de pré-national auront lieu à partir de ce soir. Chez les femmes à 20h, on aura droit à Club Sport Entente-Meg à Saint-Joseph et SC Lamantinois Arsenal au Lamentin. Demain 20h, l'AS Rapid Club reçoit l'Étoile de Gondo. Chez les hommes, ce soir 20h, l'USC Citron sera face au Réveil Sportif à Corridon et à 21h30, le Club Sport affronte la Gauloise à Saint-Joseph. Enfin, demain 18h, on aura droit à Dillon Doubout, Étoile de Gondo à Corridon. En basket féminin, on joue la 14e journée du championnat de pré-national. 4 rencontres sont prévues demain à partir de 18h, dont un alléchant ASC Aigle Noir Golden Star à 20h au Gros Morne. Un match devrait se disputer la semaine prochaine. En volleyball féminin, on joue la 14e journée du championnat. Dans la poule A, une rencontre au menu. Good Luck Rayon dimanche 10h à Corridon. Dans la poule B, demain 19h, le RCA reçoit l'Espoir. Et dimanche 8h, Timple sera face à l'Aiglon. Chez les hommes, 3 matchs de la 15e journée du championnat auront lieu ce week-end. Demain 21h, le RC Rivière Pilote reçoit Timple. Et dans le même temps, le Rayon sera opposé à l'Espoir. Dimanche 10h, le MUC sera face au RC Arlésien à l'Université. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Le Nord Caraïbe est toujours placé en vigilance jaune pour vague submersion. Si la houle débute son amortissement, de gros rouleaux peuvent être observés entre Bellefontaine et le Prêcheur. En revanche, le calme est de retour dans le sud de l'île. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale.